Bien, donc bonjour à tous. Je vais commencer ce deuxième cours de géométrie algorithmique. Et donc aujourd'hui, le sujet va être l'aléa. Comment introduire des probabilités dans les algorithmes géométriques. Et vous allez voir que c'est un sujet assez vaste. Je ne ferai que commencer à l'aborder aujourd'hui, mais dans les cours suivants, vous verrez d'autres exemples d'algorithmes randomisés, donc dans lesquels il y a une part de hasard qui est introduit. Et ces algorithmes ont eu une très grande influence à la fois en géométrie algorithmique, mais bien au-delà dans toute l'informatique. Donc dans le plan du cours général, voilà, ça va être un deuxième cours, disons, un peu fondamental ou sur les outils de base en géométrie algorithmique. Et comme les algorithmes randomisés ont eu une importance très, très, très grande dans tous les aspects de la géométrie algorithmique, ça sera aussi l'occasion de voir d'autres algorithmes de base de géométrie algorithmique. Donc c'est à la fois une introduction à ces algorithmes probabilistes et une suite de l'introduction que j'avais commencé la fois précédente pour les algorithmes géométriques. Alors, un algorithme, c'est donc une suite d'instructions, au moins les algorithmes séquentiels, qui prennent en entrée des données, par exemple un ensemble de points fini, et qui en sortie vont produire le résultat qu'on attend, comme on a vu la dernière fois, par exemple une enveloppe convexe, une triangulation, un diagramme de Voronoi, ou d'autres choses. Donc ça, c'est quelque chose qui est parfaitement déterministe, c'est-à-dire étant donné une entrée, on veut calculer un résultat qui est parfaitement défini par l'entrée. Donc il n'y a aucune notion, disons, de probabilité là-dedans. Alors on peut faire intervenir les probabilités de différentes manières, et les deux exposés, le mien et puis celui de Pierre Calca qui suivra, vont aborder deux points de vue différents. Donc d'une part, on peut considérer des entrées qui suivent une certaine distribution particulière et espérer avoir des propriétés intéressantes liées à cette distribution de l'entrée. Donc c'est plutôt ce que Pierre développera tout à l'heure, mais pour ceux qui étaient au cours précédent, on a parlé des diagrammes de Voronoi, des triangulations de Delaunay ou des enveloppes convexes, et on a vu que la complexité pouvait dépendre, suivant les entrées, les données, entre quelque chose de taille constante, par exemple une enveloppe convexe en dimension d peut avoir juste d plus un point, sommet, jusqu'à une taille qui était exponentielle, donc n à la puissance n à la puissance d sur 2. Donc, comme cette immense différence entre le cas le plus simple et le cas le plus compliqué, évidemment, autorise beaucoup disons, de recherche, et en particulier, on peut s'intéresser à des données d'entrée qui aient des propriétés particulières qui puissent faire que la sortie elle-même a des propriétés particulières, en particulier puisse être calculée plus facilement. Donc ça, c'est, disons, un aspect des probabilités en géométrie. Et il y en a un autre qui est plus algorithmique, qui est plus celui dont je vais parler pendant cette heure, qui est celui des algorithmes qui font des choix aléatoires. Donc l'entrée est ce qu'elle est, la sortie en général est déterminée par l'entrée. En revanche, l'algorithme va, au cours de son déroulement, faire des choix aléatoires, et c'est ça qu'on va appeler un algorithme randomisé. D'accord ? Donc c'est moins le résultat, le fait qu'on l'approxime ou pas, par exemple, qui va être intéressant, mais c'est plutôt la complexité du calcul, et le résultat, lui, va être un résultat déterministe, au moins pour certains cas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme choix aléatoire au cours de l'algorithme ? Donc, il y a une grande variété. On verra quelques cas aujourd'hui, mais d'autres dans les cours qui suivront. La chose qu'on va utiliser le plus aujourd'hui, ça va être l'ordre d'insertion. Donc, on avait vu la dernière fois un algorithme incrémental, c'est-à-dire on construisait l'enveloppe convexe en insérant les points un à un, et on mettait à jour à chaque insertion l'enveloppe convexe. On construisait les nouvelles facettes et on supprimait celles qu'il fallait détruire. Donc, choisir l'ordre, on va le voir, c'est quelque chose qui peut avoir une incidence très importante en fait sur la complexité de l'algorithme. Un autre, excusez-moi, je mets mon chronomètre.
Donc un autre choix possible, c'est de faire des tirages aléatoires. On va prendre des échantillons aléatoires de données et on va pouvoir construire à partir de là des structures de données ou des algorithmes efficaces. Et le dernier aspect que j'aborderai à la fois dans le prochain cours et plus tard, c'est celui où on transforme de façon aléatoire les données. Par exemple, on va les perturber, on va transformer les entrées par des entrées qui sont proches mais qui sont perturbées de manière aléatoire, ou bien on va faire des projections aléatoires. Donc ça, c'est essentiellement particulièrement intéressant en grande dimension. Donc c'est juste pour vous donner une petite idée de la variété de l'utilisation des probabilités dans les algorithmes randomisés. Alors, dernier point, donc les analyses qu'on a faites jusque-là, au dernier cours, c'était des analyses dans le cas le pire. On regardait pour toutes les entrées de taille n quel était le cas le pire, et donc on mesurait la complexité, c'est-à-dire le nombre d'opérations élémentaires pour résoudre le problème, en regardant le cas le pire. C'est comme ça que l'enveloppe convexe de points du plan peut se construire, dans le pire des cas, en temps n log n, si n est le nombre de points d'entrée. Mais on peut évidemment le faire maintenant, si on a des algorithmes probabilistes, randomisés, on peut le faire en moyenne sur les choix que va faire l'algorithme au cours de son déroulement. Et on peut distinguer aussi les algorithmes qui construisent la sortie exacte correspondant à l'entrée qui lui est donnée, ce qu'on appelle les algorithmes Las Vegas, ou bien les algorithmes Monte Carlo, des villes où on fait du jeu, qui sont des algorithmes dont le résultat va être le résultat attendu avec une certaine probabilité. Voilà, donc dans ce panorama assez large d'algorithmes randomisés, j'ai dû faire évidemment des choix. Et donc, disons, il y aura des choix faits aujourd'hui et puis d'autres dans la suite. Et j'espère que le tout donnera quand même une idée assez complète de ce qui a été fait dans le domaine. Alors pourquoi on cherche à faire des algorithmes randomisés? Pourquoi on cherche à mettre une part de hasard dans les algorithmes? C'est pour une première raison qui est liée à ce que j'ai aussi dit la dernière fois. Vous vous souvenez, cet algorithme incrémental de construction d'enveloppe convexe, extrêmement simple, mais qui n'était pas optimal. Donc, première question, est-ce qu'on pourrait rendre cet algorithme optimal? Donc, la réponse est en dimension 3, oui. On peut construire des algorithmes déterministes de complexité n log n pour construire des enveloppes convexes en dimension 3, mais au-delà, c'est très difficile. Et même en dimension 3, les algorithmes qui permettent d'avoir une complexité en n log n sont assez délicats. C'est faisable, mais ce n'est pas quelque chose ni d'agréable à programmer, ni forcément de très efficace en pratique. Et donc, conserver la simplicité de ces algorithmes, en particulier les algorithmes incrémentaux, en ayant une bonne complexité, c'est un peu le défi qui a été lancé dans les années, disons, 90, autour de ces algorithmes randomisés. Donc voilà, donc le but, c'est un peu, donc j'ai intitulé mon cours Données, programmes, modèles et programmes. Donc c'est un modèle, si on veut, de calcul qui veut être à la fois plus efficace sur le plan théorique, mais également efficace en pratique. Et puis dernier point, j'espère avoir le temps de l'aborder, c'est que certains outils qui ont été élaborés pour analyser ces algorithmes randomisés sont intéressants et utiles dans un cadre qui n'a rien d'algorithmique, en particulier pour analyser la structure combinatoire de certains objets géométriques dont j'ai parlé la dernière fois. Par exemple, aujourd'hui, j'aimerais vous parler des diagrammes de Voronoi d'ordre K, qui sont des objets un peu compliqués et qu'on peut analyser de manière purement déterministe, c'est-à-dire compter le nombre de faces en utilisant des arguments probabilistes. Voilà, donc c'est un peu le programme. Et donc, il va y avoir 3 parties. Les algorithmes incrémentaux randomisés, dans leur version, disons, de base. On verra comment on peut les rendre en ligne, c'est-à-dire qu'on n'ait pas besoin de connaître toutes les données en entrée, puis on regardera ces questions de combinatoire. Donc, si on revient à l'algorithme d'enveloppe convexe de dimension 3, que j'avais présenté la dernière fois, en fait de toutes dimensions, l'algorithme marche en toutes dimensions, ce qu'on faisait, c'est qu'on insérait les points un à un, on appelle ça un algorithme incrémental. Pour le faire de manière efficace, on introduisait les points dans l'ordre des abscisses croissantes, en supposant que toutes les abscisses sont différentes.
Donc le point PI qu'on cherche à insérer ici en haut à droite éclaire un certain nombre de faces qui sont rouges qu'il faut supprimer, et il faut remplacer ces faces rouges, qui ne sont plus dans la nouvelle enveloppe convexe une fois que PI est inséré, par les deux faces, ici dans le plan il n'y en a que deux, les deux arêtes. En dimension 3, évidemment, il y a plus de facettes. Il faut construire les nouvelles facettes. Donc voilà l'algorithme incrémental, qui est très facile à la fois à énoncer et à programmer, et dont la complexité, on l'avait vu la dernière fois, était quadratique. Je vais y revenir dans le cas de la dimension 3, alors qu'on sait qu'une enveloppe convexe en dimension 3 n'a qu'un nombre linéaire de facettes. Donc il y a un écart entre le temps de calcul quadratique et la complexité combinatoire, le nombre de faces linéaire. Donc est-ce qu'on peut faire mieux? C'est la question. Et d'une manière générale, cet algorithme incrémental était très simple et aussi très général, puisqu'il marche en toutes dimensions, mais sa complexité qui est en bas, et donc n log n, ça on avait vu, c'est une borne inférieure, on ne peut pas faire mieux, donc c'est normal, mais ici on a n à la puissance partie entière, les deux crochets veulent dire partie entière, de d plus 1 sur 2 et pas de d sur 2. Donc n à la puissance d sur 2, c'est le nombre de faces d'une enveloppe convexe dans le cas le pire, mais ici il y a un terme supplémentaire, et donc en dimension 3, on le voit avec le fait que c'est quadratique. Donc la question, tout de suite, c'est est-ce qu'on peut enlever ce plus 1 et enlever le n carré en dimension 3 pour le remplacer par n log n? Et la réponse va être oui, mais en utilisant de la randomisation. Alors pourquoi la randomisation va être intéressante et efficace? On peut s'en rendre compte avec cet exemple. Donc si on a des points qui sont sur un cercle à gauche et sur une droite, l'axe des x, disons, ensuite, et qu'on insère les points dans l'ordre, donc on a inséré tous les points qui sont à gauche, puis on insère les points sur la droite de gauche à droite, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, il faut supprimer toutes les facettes incidentes au point qu'on vient juste d'insérer, parce qu'elles sont cachées par le nouveau point, et il faut construire autant de nouvelles facettes. Et on fait ça à chaque fois. Donc évidemment, si on a, disons, la moitié des points à gauche, à chaque fois, il va falloir créer n sur 2 arêtes. Il y a n étapes, n sur 2 étapes, donc il y a un nombre quadratique de changements. Et ça ne dépend pas du tout de l'algorithme que vous avez utilisé. C'est vraiment le nombre de changements qui apparaissent sur toute construction incrémentale d'une enveloppe convexe en dimension 3. Donc aucun algorithme incrémental ne peut faire mieux que cette borne inférieure quadratique. Et donc c'est normal que l'algorithme qu'on avait la dernière fois soit quadratique. Donc tout algorithme déterministe ne peut pas faire mieux. La remarque qui est importante, c'est que si, au lieu d'insérer les points dans cet ordre, on les avait insérés de la droite vers la gauche, on aurait construit cette enveloppe convexe, et puis ensuite on serait aperçu que les points étaient à l'intérieur, donc on les supprimait, on ne construisait aucune nouvelle facette. Et donc là, la complexité était linéaire. Donc dans un cas, le cas le pire, ça sera quadratique, mais dans d'autres cas, c'est linéaire. Et donc l'idée de ceux qui ont inventé la randomisation, donc ici je montre Michael Rabin, qui a un grand nom de l'informatique, qui a eu le prix Turing, et puis Clarkson et Shor qui ont développé les algorithmes randomisés, c'est que si on suppose que l'ordre d'insertion est aléatoire, que tous les ordres sont équiprobables, et qu'on fait le calcul en moyenne du nombre de faces qu'on va construire, eh bien, ça sera mieux. Et si on évalue la complexité de l'algorithme, au lieu d'avoir la complexité de tout à l'heure, on a en fait enlevé l'exposant plus 1, là, que vous aviez en rouge sur le transparent précédent, et on a un algorithme ici qui est complètement optimal, puisque n log n, c'est une borne inférieure, comme on avait vu, et n à la puissance partie entière de d sur d, c'est la complexité d'une enveloppe convexe, au moins dans le cas le pire, en dimension d. Donc on ne peut pas faire mieux que, évidemment, produire l'ensemble des facettes de l'enveloppe convexe. Donc au total, l'algorithme est optimal, mais optimal en moyenne sur tous les ordres possibles de l'entrée. Et en pratique, donc ça c'est pour l'aspect, disons, théorique, et en pratique, c'est extrêmement efficace parce que l'algorithme est à peu près aussi simple que l'algorithme incrémental que j'avais décrit la dernière fois. Et pour la triangulation de Delaunay 3D, donc si vous vous souvenez, la triangulation de Delaunay 3D se déduit d'une enveloppe convexe en dimension 4. Donc il faudrait calculer une enveloppe convexe en dimension 4 qui serait quadratique. Et là, le temps est en fait
La complexité pratique est très bonne et on peut calculer une triangulation d'1 million de points en dimension 3 en quelques secondes. Alors, comment expliquer? Donc là, il faut rentrer un peu dans la technique, mais ce n'est pas compliqué. Et comment est-ce qu'on peut voir, disons mathématiquement, que c'est bien ce qui se passe et que l'intuition qu'on avait sur la figure est bien la bonne? Donc il va y avoir deux parties dans l'analyse. Une première partie qui va compter juste le nombre de changements. Combien de faces on va créer? Donc on a vu, dans l'exemple en dimension 3, on en crée un nombre quadratique. Donc est-ce qu'en moyenne, ça va être la même chose? Alors, je redis là, l'hypothèse centrale, c'est que les points, donc on a un ensemble P de n points dans un espace de dimension D, qu'on va insérer dans un ordre aléatoire, et on ne fait aucune hypothèse sur la distribution de ces points. Juste, l'ordre va être supposé aléatoire. Donc si on considère les i premiers points, puisqu'on insère les points un à un, les i premiers points, c'est l'ensemble PI, qui est ici. Ça va être un échantillon aléatoire de taille i, puisque les points sont pris dans n'importe quel ordre. Et on va mesurer maintenant n de i, qui est l'espérance du nombre de facettes créées à l'étape i. Et après, on sommera évidemment sur toutes les étapes pour avoir le nombre de facettes créées. C'est ça qu'on veut comparer au nombre quadratique dans le cas de la dimension 3 tout à l'heure. Alors pour faire ça, c'est très simple. On va compter, donc je prends tous les sous-ensembles de D points de mon ensemble P. D, si vous pensez à l'espace de dimension 3, D c'est 3. Et puis je vais me poser la question, quelle est la probabilité pour que cet ensemble de points soit une facette de mon enveloppe convexe? D'accord? Donc c'est ça. Probabilité que F soit une facette de l'enveloppe convexe des i premiers points. Et puis je veux pas simplement que ce soit une facette de l'enveloppe convexe à l'étape i, je veux que ce soit une facette créée à l'étape i. D'accord? Et ça c'est très facile, car la probabilité qu'on ait créé la facette à l'étape i, une facette de l'enveloppe convexe, eh bien c'est D sur I, parce qu'une facette a D sommets, et le sommet, le ième sommet, est un de ces trois sommets, un de ces D sommets avec la probabilité D sur I. Donc la probabilité qu'une facette de l'étape I de l'enveloppe convexe ait été créée précisément à l'étape I et pas avant, c'est D sur I. Et donc là, il suffit de sommer, D sur I se factorise, vous avez la somme de ces probabilités, c'est-à-dire c'est l'espérance du nombre de faces de l'enveloppe convexe d'un échantillon aléatoire de i points pris parmi n dans l'ensemble P. Mais ça, on sait le majorer, puisque c'est le théorème de la borne supérieure, le théorème qui majore le nombre de faces d'une enveloppe convexe, d'un polyèdre convexe, à i sommet en dimension d. Donc ça, c'est i à la puissance partie entière de d sur 2. Et comme il y a un i au dénominateur, moins 1. Donc ça, c'est le nombre, c'est l'espérance du nombre de facettes qu'on crée à l'étape i. Et maintenant, on utilise la linéarité de l'espérance pour majorer l'espérance du nombre total de facettes construites à toutes les étapes, de 1 jusqu'à n. Donc on fait simplement que sommer cette quantité-là, et évidemment, on obtient ce qui est ici. Et donc, en particulier, en dimension 3, c'est un nombre linéaire, en partie entière de 3,5, c'est 1. Et en dimension d quelconque, c'est le nombre de faces obtenues d'une enveloppe convexe donnée par le théorème de la borne supérieure. Donc, déjà, c'est rassurant. Le nombre de facettes qu'on va construire au cours de l'algorithme ne sera pas plus grand que le nombre de facettes d'une enveloppe convexe de n points en dimension d. Alors, pour finir l'algorithme, évidemment, il faut faire un peu plus. En particulier, dans l'algorithme incrémental de la dernière fois, pour avoir accès rapidement aux faces rouges qu'il faut supprimer, on insérait les points dans l'ordre des abscisses croissantes. Et donc, on avait comme ça un accès direct à une des facettes qu'on avait construites, qui était incidente au point précédent, insérée juste avant. Et on pouvait, après, en marchant de proche en proche,
identifier toutes les facettes rouges, c'est-à-dire les facettes qu'il faut supprimer quand on insère le point PI en haut à droite. On ne peut plus faire ça, puisque les points sont pris dans un ordre aléatoire, on ne peut évidemment pas supposer qu'on les prend selon les abscisses croissantes. Donc ce qu'il faut, c'est une structure auxiliaire qui va permettre de localiser rapidement ces facettes rouges. Donc pour le reste, l'algorithme va être le même, mais il faut introduire une structure un peu plus compliquée pour localiser rapidement les faces rouges. Alors ça, c'est ce qu'on va appeler un conflit et un graphe de conflit. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un conflit? Un conflit, ça va se définir entre un point de l'ensemble qu'on n'a pas encore inséré, donc un point qui est dans la P moins PI-1, un point à venir, et puis une face de l'enveloppe convexe courante. Et on va dire qu'il y a conflit, eh bien si donc O ici est un point qui est à l'intérieur de l'enveloppe convexe, par exemple le barycentre des plus un premier point, n'importe quoi fait l'affaire. Donc vous prenez un point O dans l'enveloppe convexe, et ensuite vous allez dire qu'une facette, par exemple celle qui est ici, est en conflit avec le point PK si le segment OPK traverse le plan de la facette. D'accord? C'est-à-dire que PK est... Si on introduisait PK, il faudrait supprimer la facette parce qu'elle serait rouge. D'accord? Donc voilà ce que c'est qu'un conflit, c'est juste, ça correspond à l'idée d'une facette rouge, qui est éclairée par PK si PK est le point qu'on veut insérer. Et on va construire un graphe de conflit et maintenir au cours du temps un graphe de conflit qui est un graphe biparti qui va avoir d'un côté les sommets qui restent à insérer, de l'autre les facettes de l'enveloppe convexe courante et une arête entre ces sommets, entre sommet et facette, s'il y a conflit entre les deux. D'accord? Donc du coup, avoir accès au conflit est immédiat, il suffit de regarder le graphe de conflit associé à un point qu'on veut insérer, on a immédiatement les facettes avec lesquelles il est en conflit, et donc la partie recherche est devenue triviale. Évidemment, ce qu'on a gagné là, on le paye parce qu'il va falloir maintenir, évidemment, mettre à jour ce graphe de conflit. C'est ce qu'on va voir. Mais je n'ai pas le temps de vraiment rentrer dans les détails. Disons que là, je pense que c'est intuitivement assez clair que la mise à jour du graphe de conflit va être proportionnelle au nombre de conflits qu'il va falloir mettre à jour. Et donc c'est ça qu'on va évaluer. Et pour l'évaluer, la technique est très proche de celle qu'on a vue précédemment pour évaluer le nombre de facettes construites. Donc on va regarder l'ensemble des i premiers points plus un point qui reste à venir, PJ, n'importe lequel. Donc comme les points sont pris dans un ordre aléatoire, cet ensemble que j'appelle PI+, est aussi un sous-ensemble aléatoire de i plus un point de l'ensemble P. Et on va appeler conv1 de PI+, c'est pour les notations, l'ensemble de toutes les faces, disons, tous les duplés de points dans l'espace de dimension toile, l'ensemble de tous les triplés de points de PI+, tel qu'il existe un unique point dans l'ensemble en conflit avec cette face. D'accord? Donc là, j'ai mon enveloppe convexe, et puis je regarde tous les points qui restent, et pour chacun d'eux, disons, j'ai un sous-ensemble aléatoire PI+, et je vais associer je vais regarder les faces qui ont exactement un conflit, donc qui ne sont pas dans l'enveloppe convexe, mais qui ont un conflit avec le dernier point, et qui seront dans l'enveloppe convexe des i premiers points. Et comme tout à l'heure, je vais majorer l'espérance du nombre de faces de conv1 de PI+, créées à l'étape i, et en conflit avec un point PJ. Donc, on procède exactement de la même façon. La probabilité que la facette appartienne à cet ensemble, fois la probabilité qu'il soit créé à l'étape i, exactement comme à l'étape i, on insère, on va créer la facette exactement si un de ces sommets est le ième point inséré, donc la probabilité c'est d le nombre de facettes divisé par i le nombre de points de l'ensemble, fois la probabilité qu'ils soient en conflit avec précisément le dernier point, et ça, puisqu'il y a i plus un point, c'est 1 sur i plus 1. Donc voilà l'espérance du nombre de facettes de conv1 créées à l'étape i et en conflit avec pj. Et après, évidemment, il faudra sommer sur tous les i et sur tous les j, mais j'y reviendrai après. Avant ça, je voudrais
vous montrer qu'en fait, conv1 peut se majorer facilement. Alors encore quelques équations, mais donc on prend un sous-jacent. L'idée c'est la suivante, on appelle ça l'analyse arrière. On a un échantillon R et on va en prendre un élément de façon aléatoire pour constituer l'ensemble R', qui a donc un élément de moins. Et on regarde si F est une face de l'enveloppe convexe de R'. Qu'est-ce que ça voulait dire dans R? Donc F est une face de l'enveloppe convexe de R', il n'y a que deux cas possibles. Soit F était une face de l'enveloppe convexe d'ordre 1, si on veut, avec un conflit, et précisément le point qui était en conflit, c'est celui qu'on a enlevé, c'est P. C'est le premier cas, et la probabilité que ce cas-là se produise, eh bien, c'est 1 sur R, puisque P est n'importe lequel des points de l'ensemble R. Petit r, c'est le nombre d'éléments de grand R. Ou bien, deuxième cas, F était une face de l'enveloppe convexe du grand ensemble R, et le point P qu'on a enlevé n'est pas un de ses sommets. Donc évidemment, cette face va rester aussi une face de l'enveloppe convexe de l'échantillon. Et la probabilité que ça arrive, c'est R-D sur R, on n'a pas le droit de prendre un des D points de la facette. D'accord ? Donc il y a deux cas de figure, et donc il suffit maintenant de sommer et de prendre l'espérance. Donc j'appelle C0 et C1 pour raccourcir conv, l'enveloppe convexe sans conflit, celle qu'on cherche, et l'enveloppe convexe avec un conflit. Et donc l'espérance des facettes de l'enveloppe convexe prise sur l'échantillon grand R, c'est donc, premier cas, obtenu avec probabilité 1 sur R, le nombre de facettes de conv de l'espérance du nombre de facettes avec un conflit, plus R-D sur R, probabilité que le deuxième cas se produise, le nombre de facettes de l'enveloppe convexe de grand R. Voilà, et puis on fait ça pour tous les échantillons, tous les sous-échantillons, tous les échantillons grand R de taille petit r pris sur P. Grand R va aussi être un échantillon aléatoire de taille petit r de P. Et on prend l'espérance, et donc on remplace C1 de R par C1 de petit rP, c'est-à-dire la taille de l'enveloppe convexe d'un échantillon de taille R pris sur P. Pareil ici. Et là, c'est quasiment fini, c'est juste un réarrangement de l'équation qui montre que l'espérance du nombre de faces, si on veut, ou de déuplés avec un conflit est majorée par cette expression qu'on peut simplifier en d fois l'espérance du nombre de déuplés sans conflit. Et donc, cette quantité espérance de conv 1 de petit rp, en fait, à d près, un facteur qu'on va négliger, c'est la même chose que l'espérance de conv 0, c'est-à-dire sans conflit. Mais ça, on sait le calculer puisque c'est la taille d'une enveloppe convexe. Et donc, on peut comme ça, en revenant au calcul précédent, donc ça, c'est ce qu'on avait obtenu. Je vous rappelle, NIJ, c'était l'espérance du nombre de faces de conv 1 PI+, créé à l'étape I et en conflit avec un point particulier PJ. C'était cette expression qu'on remplace par C0, et C0, c'est donné par le théorème de la bande supérieure, une fois encore. Donc I à la puissance partie entière de D sur 2, et il faut diviser par I carré, donc moins 2 dans l'exposant. Et maintenant, il faut juste sommer sur tous les I les différentes étapes de 1 à n, et tous les J de I plus 1 à n, tous les points qui restent à l'étape I à construire. Et donc, on obtient, bon, si D égale 2, par exemple, ça va donc être une série harmonique, et on trouve n log n, et si D est plus grand, on va obtenir exactement la taille de l'enveloppe convexe donnée par la borne supérieure. Donc voilà, donc c'est l'analyse, un tout petit peu rapide, mais presque pas escamotée, de l'algorithme incrémental d'enveloppe convexe. Et donc on voit que l'analyse n'est pas très difficile, et l'algorithme lui-même
est à peu près aussi simple. Il y a ce graphe de conflit à maintenir en plus, mais ce n'est pas une structure très compliquée à mettre en place. Donc on a un algorithme qui a la simplicité de l'algorithme incrémental et une complexité optimale. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Ce résultat, il est optimal, ça je l'ai déjà dit, mais il s'applique via les transformations les correspondances que j'avais indiquées au cours précédent, au calcul d'intersection de demi-espace en dimension D. Par dualité, vous pouvez résoudre ce problème en résolvant le calcul d'enveloppe convexe. Et puis on avait vu également que les diagrammes de Voronoi et les triangulations de Delaunay ne sont que des enveloppes convexes déguisées dans un espace dimension D plus 1. Donc moyennant le passage en dimension D plus 1, donc il faut remplacer l'exposant D par D plus 1, vous obtenez le coût de construction des diagrammes de Voronoi de n points en dimension D. Et pour les triangulations de Delaunay, c'est pareil. Alors j'ai déjà dit que c'était simple et efficace en pratique. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que, et peut-être curieusement, on peut développer un algorithme déterministe, sans hasard, qui a la même complexité. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour construire, c'est un travail de Chazelle qui a été disons, un fait marquant, c'est un algorithme qui, en fait, a été obtenu en dérandomisant cet algorithme, c'est-à-dire en remplaçant les tirages aléatoires par des tirages déterministes. Malheureusement, c'est un résultat théorique et je ne connais pas d'implémentation, donc on a complètement perdu la simplicité de l'algorithme randomisé dont j'ai parlé avant. Alors, ce que je voudrais maintenant souligner, c'est qu'en fait, et j'ai essayé de décrire l'algorithme de cette façon, on n'a pas résolu que le problème de l'enveloppe convexe de points, mais on a résolu toute une classe de problèmes, et c'est disons, le mérite de Clarkson et Shor d'avoir établi ce cadre général. Donc, à condition que vous sachiez décrire votre problème sous une certaine forme, je vais y revenir, qui ressemble beaucoup à ce qu'on a fait pour l'enveloppe convexe, à ce moment-là, il y a une sorte de méta-algorithme qui va résoudre le problème, et vous aurez l'analyse qui va avec. Alors, comment ça se passe? Il faut définir un ensemble d'objets, c'était les points dans le cas précédent, mais vous pouvez imaginer d'autres objets, on en verra plus tard. Vous définissez à partir de ces points, d'un petit nombre de points, des configurations ou des régions, il y a beaucoup de terminologie, mais disons une configuration, c'est-à-dire, dans notre cas, c'était une face, un sous-ensemble de D des points. F de O, ça va être l'ensemble de toutes ces configurations, l'ensemble de tous les D uplés de points, et puis vous définissez une notion de conflit. Donc on a vu tout à l'heure pour le cas de l'enveloppe convexe, mais bon, suivant l'application, évidemment, la définition du conflit peut être différente. Si vous savez faire ça, et si votre problème revient à calculer les configurations sans conflit, comme c'était le cas pour l'enveloppe convexe, à ce moment-là, vous pouvez appliquer une moulinette qui est décrite ici, mais qui essentiellement reprend ce qu'on a fait pour l'enveloppe convexe, qui va construire incrémentalement votre structure, c'est-à-dire l'ensemble des objets des configurations sans conflit. À chaque fois, on va construire en même temps maintenir un graphe de conflit qui va donner accès aux configurations courantes en conflit avec le nouvel objet. On va les supprimer, on va les remplacer par de nouvelles configurations qui mettent en jeu le nouveau point, comme les nouvelles facettes qu'on crée quand on insère un point, et on va mettre à jour le graphe de conflit. Donc il y a quelques conditions d'actualisation pour qu'on puisse faire ça, bien sûr, dont on peut d'ailleurs discuter et on peut aussi essayer de s'en passer, mais classiquement, disons, il faut qu'on puisse décider en temps constant si un objet et une configuration sont en conflit, et puis il faut aussi des conditions pour que les mises à jour se fassent en temps proportionnel aux changements qu'on va faire dans la structure, ce qui était bien le cas pour l'enveloppe convexe. Moyennant quoi, le résultat est exactement celui qu'on a eu pour l'enveloppe convexe et que vous pouvez voir ici. Donc, si les objets sont insérés dans un ordre aléatoire, le coût de l'algorithme va être en place mémoire. Donc, c'est un coût moyen, hein, c'est une espérance. Donc, la somme sur toutes les étapes de 1 sur i fois
l'espérance du nombre de configurations sans conflit, qu'on prend dans le cas de l'enveloppe convexe les nombre de facettes de l'enveloppe convexe. Et la mise à jour du graphe de conflit, ça va être l'expression qui est ici, où on a n-i, qui est le nombre de points qui restent à insérer, divisé par i carré, exactement comme dans le cas de l'enveloppe convexe qu'on a vu tout à l'heure. Et donc les résultats sont aussi les mêmes, c'est-à-dire que si le nombre de régions ou de configurations sans conflit est linéaire, ce qui est le cas en bas à gauche, ici, à ce moment-là, la place mémoire est linéaire et la complexité est, d'insertion, c'est log n, n log n au total. Et dès que la complexité de l'objet qu'on cherche à construire est plus grande que linéaire, à ce moment-là, la complexité devient n à la puissance alpha, c'est-à-dire ce que vous cherchez, la taille du résultat que vous cherchez à construire. Voilà, donc voilà le résultat de Clarkson et Shor qu'on peut chercher à dériver et qu'il y a eu toute une littérature pour utiliser ce résultat et l'étendre dans différents contextes. Alors, ce que je voudrais montrer rapidement, parce que le temps passe, c'est comment on peut adapter ces algorithmes pour les transformer en algorithmes en ligne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, l'algorithme était incrémental, c'est-à-dire qu'on insérait les points un à un, mais il fallait construire ce graphe de conflit qui reliait les points qu'on a déjà insérés aux points qui restent à insérer. Et donc, il faut connaître tous les points avant de commencer l'algorithme. Les algorithmes en ligne sont moins exigeants et ils vont prendre les points comme ils viennent. Et l'idée, c'est qu'on va remplacer le graphe de conflit par une structure qui va représenter les constructions au cours du passé. Donc on va construire, au lieu d'effacer les faces rouges et de les remplacer par de nouvelles faces, on va les garder dans une structure qui va représenter l'historique de la construction. Et on va se servir de cette structure pour accéder rapidement aux nouvelles faces rouges. Donc, je l'explique ici sur le cas de la triangulation de Delaunay. Donc, voilà une triangulation de Delaunay de points. Donc, on va insérer un nouveau point, c'est le point mauve. Donc, il faut supprimer un certain nombre de triangles, qui sont en fait tous les triangles dont le cercle circonscrit contient le nouveau point. On efface tous ces triangles, ça fait la petite zone qui est ici, là, qui entoure le point violet. Et puis, on retriangule en reliant ce point au bord de la zone qu'on vient de détruire. Voilà l'algorithme incrémental. C'est la traduction de l'algorithme de l'enveloppe convexe au cas de la triangulation de Delaunay décrite dans le plan. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va associer à chacun des triangles un pair et un beau-pair. Donc, on le voit ici, le triangle qui est obtenu en reliant le nouveau point central à cette arête de l'enveloppe convexe, de la triangulation, de la zone qu'on vient de détruire. Il est incident à un triangle mauve sur la droite, qui est l'ancien triangle qui partageait la même arête et qu'on a supprimé. Et il est voisin, il partage cette arête, avec le triangle vert, qui est un triangle de la triangulation précédente qui partage aussi cette arête, mais qu'on garde dans la triangulation actualisée. D'accord ? Et la propriété intéressante, c'est que la sphère circonscrite au nouveau triangle, en rouge ici, est contenue, une propriété élémentaire des faisceaux de sphères, à l'intérieur de l'union du disque circonscrit au triangle vert et au disque circonscrit au triangle mauve. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire que si un point tombe dans le disque rouge, il va donc falloir supprimer le disque rouge, il y aura un conflit. On va pouvoir le détecter en regardant ce qui se passe au niveau de ses parents, donc le triangle vert et le triangle mauve. Et grâce à cette propriété d'inclusion, s'il y a un conflit au niveau du fils rouge, il y aura forcément un conflit au niveau d'un des parents. Et donc en descendant dans une structure qui représente la construction, on va pouvoir détecter tous les conflits. Donc ça, c'est comment Voilà, donc là, c'est expliqué avec cette structure. Donc on va associer, à chaque triangle qu'on va construire, on va associer un nœud dans une structure, qui est une sorte d'arbre, mais pas tout à fait. Et on va créer le triangle
le nouveau triangle rouge, ici, celui qui était à gauche, comme un descendant des deux triangles, le vert et le mauve, pour préserver cette propriété d'inclusion des conflits. Voilà, donc la première propriété, c'est celle que je viens de mentionner. Et la deuxième propriété, c'est que dans toutes les feuilles de cette structure, celles qui n'ont pas de descendants, seront justement les triangles de la triangulation de Delaunay. D'accord ? Donc, au fur et à mesure du déroulement de l'algorithme, on construit une nouvelle face, on crée ces liens dans cette structure, et c'est ce qui va remplacer le graphe de conflit qu'on avait vu précédemment. Bon, je passe là-dessus, je pense que l'idée est assez claire. Et l'analyse, donc il y a des conditions d'actualisation comparables aux conditions d'actualisation qu'on avait vues pour l'algorithme incrémental statique. Et l'analyse est tout à fait comparable. Donc les mêmes arguments permettent d'expliquer le comportement, d'analyser le comportement de cet algorithme, avec les mêmes bornes. Donc en fait, on peut à la fois avoir des algorithmes statiques ou des algorithmes dynamiques. Un autre exemple, très rapidement, pour montrer qu'il n'y a pas que les enveloppes convexes et les triangulations de Delaunay qu'on peut construire comme ça. Donc une autre structure très fondamentale, c'est celle des arrangements de segments dans le plan, ou des cartes planaires. Donc en fait, on peut, étant donné un ensemble de segments, les segments rouges ici, on peut définir ce qu'on appelle le cloisonnement vertical, qui est obtenu de la manière suivante. À partir de chaque extrémité de segment, on va tirer une droite verticale vers le haut et l'arrêter dès qu'on rencontre un premier segment rouge, par exemple ici. Voilà, on trace ce segment rouge, on l'arrête sur le segment immédiatement au-dessus, pareil en dessus, et on va faire la même chose au niveau des points d'intersection. D'accord ? Donc c'est une carte planaire, et c'est une question importante de pouvoir la construire de manière efficace. Et donc ici, on a n segments, et on va définir donc les objets, ça va être les segments, les configurations, ça va être une de ces régions ici. Alors les régions peuvent être des trapèzes en général, mais ça peut être des triangles, ça peut être des demi-plans. D'accord ? Mais ce qui est important, c'est que chaque région est définie par au plus 4 segments. D'accord ? Et le conflit, ça va simplement être un segment coupe une de ces régions, une de ces configurations, un de ces trapèzes. Et donc on peut faire la même, vérifier que les conditions d'application des algorithmes précédents sont valides, et également le fait qu'on puisse borner, ce qui est central dans l'analyse, le nombre de régions construites sur un échantillon aléatoire de taille I, bâti sur extrait de l'ensemble de segments grand O. Et donc ça, c'est I plus. Donc si K est le nombre de points d'intersection total dans l'ensemble grand O, c'est K fois I carré sur N carré. I carré sur N carré, c'est la probabilité qu'un point d'intersection défini par deux segments particuliers soit présent dans l'échantillon des I premiers points. Voilà, donc le point d'intersection est évidemment présent si et seulement si les deux segments correspondants sont présents, ce qui arrive avec cette probabilité. Et donc vous mettez ça dans la moulinette qu'on a vue précédemment, et vous obtenez qu'on peut construire ce cloisonnement en temps optimal n log n plus k. Donc on ne peut pas faire mieux que n log n. Il y a un tri sous-jacent, et on ne peut pas faire mieux que k, puisque k c'est le nombre de points d'intersection de la famille, et donc c'est un algorithme optimal. Si vous essayez de réfléchir à un algorithme déterministe qui ait cette complexité, il vous faudra un peu de temps. C'est possible, mais c'est très difficile. C'est un peu comme l'enveloppe convexe tout à l'heure. Il existe des algorithmes optimaux déterministes, mais c'est des algorithmes très délicats et difficiles à implémenter. Un point supplémentaire, c'est qu'on peut utiliser cette structure qui garde l'historique de la construction pour faire de la localisation. Donc la localisation, c'est un problème très important, on y reviendra. Mais donc on veut identifier parmi toutes les cellules de ce cloisonnement, celle qui contient un point de requête donnée. Donc je lance un point et je veux savoir très rapidement quelle est la cellule qui le contient. Voilà, et donc on peut faire ça en temps logarithmique
l'analyse est un peu du même genre que ce qu'on a vu précédemment. Donc on insère les segments dans un ordre aléatoire, la structure est construite sous cette hypothèse, et ensuite on cherche à localiser un point quelconque. D'accord? Donc Q, j'appelle Q de X le coût de la recherche, c'est-à-dire le nombre de nœuds de cette structure, graphe de l'histoire, qui sont donc en conflit, c'est-à-dire qui contiennent le point X de requête. Et donc on va compter le nombre NI de nœuds qui sont associés à la cellule qui contient X à l'étape I, c'est-à-dire quand on a inséré les I premiers segments. Donc l'espérance de cette quantité, on somme les probabilités que NI, donc le nœud en question, a été créé précisément à l'étape I, un peu la même musique que précédemment. Et comme un segment, une configuration dans cette carte des trapèzes est définie par O plus 4 segments, ce que j'ai dit, le nœud NI va être créé si et seulement si un de ces O plus 4 segments a été inséré en IM position, exactement. Donc la probabilité, c'est en fait O plus 4 sur I. Et donc on somme, et on trouve un temps logarithmique. Donc le coût de localisation, qui est un autre problème fondamental de géométrie algorithmique, qui est quel est le coût de localisation d'un point dans une carte planaire, eh bien c'est logarithmique. Alors je crois que le temps me manque pour vous parler de ce problème historique. Je vais juste le mentionner rapidement sans l'analyser. Donc c'était le premier problème, peut-être le premier problème randomisé qui a été étudié donc, par Michael Rabin, et donc qui est la question de détecter dans un ensemble de n points du plan. Rabin regardait le cas du plan, mais on peut se poser la question en toutes dimensions, et c'est particulièrement intéressant en très grande dimension. Quelle est la paire de points des deux plus proches voisins? La distance entre les points est le minimum de toutes les distances entre les points. Donc évidemment, on peut regarder toutes les paires de points, ça donnera un algorithme quadratique, mais on veut faire beaucoup mieux. Et une façon de faire, c'est un algorithme incrémental randomisé qui va insérer les points un à un et construire une grille qui aura pour taille, donc la taille d'une maille, sera la distance minimale trouvée jusque-là parmi les points qu'on a insérés. Donc on insère les points un à un et on maintient la plus petite distance entre les points jusqu'à l'étape I, et on construit une grille de cette taille. Et à certaines étapes, évidemment, la plus petite distance va être plus petite que la distance qu'on avait trouvée jusque-là, et il va falloir reconstruire une grille. Donc on efface tout, et on construit une grille différente d'un pas plus petit, taille plus petite, et c'est l'algorithme qui est là. Donc c'est un algorithme très élégant. On construit une grille, on insère les points. Chaque fois que la distance entre les deux points les plus proches diminue, on reconstruit une grille qui a pour côté taille cette plus petite distance. Et à la fin, évidemment, on a la plus petite distance et la paire de points qui réalise cette plus petite distance. La question, c'est combien d'opérations on a fait en faisant ça. Et je n'ai pas vraiment le temps de vous l'expliquer, mais on peut montrer, c'est l'analyse qui est là, qu'en fait, la complexité de l'algorithme est linéaire. Donc en temps linéaire, vous pouvez résoudre ce problème, pour toute dimension fixée. Donc dans n'importe quel espace de dimension D, si vous considérez D comme une constante, la complexité, alors ce ne sera pas 3n, ce sera une constante qui dépendra de la dimension, bien sûr, mais vous pouvez, en temps linéaire, résoudre ce problème. Voilà, et je voudrais consacrer le peu de temps qui me reste pour aborder une question d'une nature différente, mais qui, à mon avis, est intéressante, qui est l'utilisation de ces techniques d'analyse randomisée à des problèmes purement combinatoires. Et le problème dont je voudrais parler, c'est un problème que j'ai mentionné la dernière fois, celui des diagrammes de Voronoi d'ordre K. Donc ça, c'est une question intéressante quand on s'intéresse à la recherche des cas plus proches voisins, et pas simplement du plus proche voisin. Donc le diagramme de Voronoi d'ordre K, c'est une subdivision du plan, ou de l'espace, disons, je vais parler dans le plan, mais peu importe,
une subdivision du plan telle que chaque cellule dans cette subdivision est constituée des points qui ont les deux mêmes plus proches points rouges. D'accord? Donc par exemple, la cellule qui est ici et l'ensemble des points du plan qui ont ce point rouge et ce point rouge comme les deux plus proches points rouges. D'accord? Et de même pour toutes les autres cellules. On voit que ces diagrammes sont un peu compliqués, et si vous augmentez l'ordre, ça c'est le diagramme d'ordre 2, si vous prenez les diagrammes d'ordre 3, 4 ou 5, c'est rapidement un peu inextricable. Donc la dernière fois, je vous avais montré qu'en fait ces diagrammes étaient des diagrammes de la guerre ou de puissance, et donc d'une certaine façon, c'était aussi des enveloppes convexes en dimension supérieure. Mais cette construction ne disait rien en fait sur la combinatoire de ces objets, combien de faces ont ces diagrammes. Et donc c'est ça que je voudrais regarder maintenant avec cette analyse randomisée. Et donc le résultat, le voilà, c'est que, alors on n'analyse pas un seul diagramme d'ordre K, ce qui reste une question ouverte très difficile, mais on analyse tous les diagrammes jusqu'à l'ordre K, ce qui en fait est ce qui est vraiment utile pour les algorithmes, parce que les algorithmes construisent les diagrammes d'ordre 1, 2, 3 de façon progressive. Et donc le résultat, c'est celui-là, c'est que le nombre total de faces des diagrammes d'ordre 1, c'est-à-dire le diagramme de Voronoi standard jusqu'à l'ordre K, c'est K à la puissance partie supérieure, donc l'entier immédiatement plus grand que D plus 1 sur 2, fois N à la puissance partie inférieure, partie entière de D plus 1 sur 2. Donc ça, c'est ce qu'on avait, si vous prenez K égale 1, ça c'est la complexité d'un diagramme de Voronoi, c'est ce qu'on a vu la fois précédente. C'est pareil qu'une enveloppe convexe, à condition de se placer en dimension D plus 1. Donc là, c'est un petit jeu sur les constructions de la dernière fois. Donc on va utiliser le relèvement dans l'espace de dimension D plus 1. On va voir que ce problème se ramène à un problème qui est peut-être plus simple, celui d'un arrangement d'hyperplans et des niveaux dans cet arrangement. Et on va analyser en fait ces niveaux. Donc, si vous vous souvenez, la dernière fois, on avait associé au diagramme du plan un polyèdre convexe qui était l'intersection de demi-espaces limités par des hyperplans tangents à un certain paraboloïde, Q en rouge ici. Et donc le diagramme de Voronoi était la projection des faces de ce polyèdre. Donc le polyèdre qui ici est en dessus de tous les toutes les droites bleues, de manière générale, au-dessus de tous les hyperplans tangents à Q au point qu'on a relevé. Donc on a les points de départ qu'on relève sur le paraboloïde, on prend les plans tangents, et l'intersection des demi-espaces limités par ces hyperplans et au-dessus de ces hyperplans est un polyèdre dont les faces vont se projeter suivant les faces du diagramme de Voronoi. Donc ça, c'est la construction qu'on a vue l'année passée, la fois précédente, pour le diagramme de Voronoi d'ordre 1. Et pour les diagrammes de Voronoi d'ordre supérieur, pour des raisons tout à fait les mêmes, en fait, les diagrammes d'ordre 2 vont être en fait obtenus en projetant les cellules, donc tous ces plans où les droites ici vont découper l'espace en régions, mais on va regarder les régions, grisées ici, pour lesquelles il y a deux droites au-dessus. D'accord ? D'une manière générale, en dimension D, c'est la même chose. On regarde les zones de cet arrangement, c'est-à-dire les cellules du découpage par ces hyperplans, telles qu'il y a deux hyperplans au-dessus. Et donc, en fait, ce que représente un point de cette cellule grise, c'est en fait une sphère qui va être centrée en un point qui est le projeté de ce point dans l'espace de départ, l'axe des X ici, et dont la dernière coordonnée, l'ordonnée ici, c'est C carré, donc la distance de l'origine au centre au carré, moins le rayon au carré. Et dire que cette sphère contient un point, contient le point P, c'est dire qu'en fait, ce point est en dessous de l'hyperplan qui est ici. Donc ça, c'est la correspondance qu'on avait vue la dernière fois. Et donc, en fait,
dire qu'un point C est plus proche de deux points de l'ensemble, c'est pareil que dire qu'il existe une sphère qui contient ces deux points et pas les autres. Et donc, c'est dire que en fait, le point relevé associé à cette sphère, on parle de l'espace des sphères, est dans cette zone grise. Donc, en fait, compter les faces du diagramme de Voronoi d'ordre K, ou de tous les diagrammes jusqu'à l'ordre K, c'est équivalent à calculer les faces de ces niveaux dans cet arrangement d'hyperplans, c'est-à-dire de toutes les cellules qui ont au plus K hyperplans au-dessus. Voilà. Et en fait, on peut se contenter de compter les sommets, parce que quand on est en position générale, quand les hyperplans sont en position générale, un sommet est l'intersection d'exactement des hyperplans. Mais si ce n'était pas une position générale, on pourrait toujours perturber et augmenter le nombre de faces. Ce n'est pas très difficile de s'en convaincre. Et donc, c'est la position générale qui est le cas qui correspond au cas le pire, donc celui qu'on veut analyser. Donc, on suppose qu'on est en position générale. À ce moment-là, chaque sommet est exactement l'intersection de D hyperplans. Et c'est évidemment ces sommets qu'on va considérer comme des objets par rapport à la théorie des algorithmes randomisés précédentes. Donc, on va avoir, pas des objets, des configurations, excusez-moi. Donc, on va avoir pour objet les hyperplans, pour configuration, ces sommets dans l'arrangement qui sont l'intersection de D hyperplans. Et ce qu'on veut, c'est compter les sommets qui ont au plus K hyperplans au-dessus d'eux. Donc, qui sont en conflit avec au plus K hyperplans. Et donc, c'est exactement ce qu'on a fait dans la première partie du cours, et qui en fait est formalisé par ce théorème de l'échantillon de Clarkson et Shor. Donc, mon temps est fini, donc je m'arrête là, mais j'espère vous faire comprendre le lien entre les analyses des algorithmes randomisés qu'on a fait précédemment, via, sans le dire, mais c'était ça qui était sous-jacent, ce théorème de l'échantillon de Clarkson et Shor, qui peut être utilisé ici pour un problème qui est purement combinatoire, qui n'a rien d'algorithmique. Donc je passe sur la preuve de ce lemme. Et la conséquence, c'est donc que les diagrammes de Voronoi ont la complexité que j'avais mentionnée au début. En particulier, vous avez la complexité dans le cas de la dimension 2. Et ce problème a d'autres variantes. On a vu qu'en fait, c'était la même chose à condition de passer en dimension D plus 1 que le problème des niveaux dans les arrangements d'hyperplans. Et par dualité, point hyperplan, ce problème est le même qu'un autre problème qu'on appelle le problème des K-sets, des K-ensembles, et qui est, étant donné un ensemble de points, combien est-ce qu'il existe de sous-ensembles qu'on peut séparer des autres par un hyperplan. Donc là, vous avez un exemple dans le plan. C'est un 3 ensemble. On peut séparer ces 3 points des autres par une droite bleue. Question, étant donné n points, dans le plan en dimension plus grande, combien est-ce qu'il existe de sous-ensembles de taille k qu'on peut séparer des autres? C'est une question qui est encore ouverte, mais la réponse à la question, disons, voisine, on ne compte pas que les k ensemble pour un k donné, mais tous les i ensemble jusqu'à k, sa réponse est donnée de façon précise par le résultat précédent. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Ce que je veux juste dire, c'est que pour ceux qui ont le courage de revenir, on n'en a pas fini avec les algorithmes randomisés. Donc, il y a un résultat central en combinatoire qui s'appelle le lemme local de Lovász. On verra comment on peut l'utiliser aussi d'un point de vue algorithmique en géométrie. On verra des projections aléatoires pour résoudre certains problèmes en grande dimension, en particulier pour la recherche de voisins en grande dimension. Voilà, donc je vous remercie. J'ai un peu épuisé mon temps de parole, mais s'il y a une question urgente, je veux bien y répondre. Oui ?